terminer, nous, avec celui à qui d'habitude on passe le relais, c'est-à-dire Philippe Labro. Philippe Labro, cinéaste, écrivain, parolier, journaliste, ex-présentateur de JT, patron de radio, enfin conseiller de grand patron. Et ben, comment a-t-il pu mener tout ça de front, mener cette carrière? On voit ça avec Stéphane Blakowski. Merci à tout le monde. Merci. Au départ, Philippe Labro avait beaucoup plus de qualités qu'il n'en faut pour devenir journaliste. La beauté d'un acteur, le talent d'un écrivain, l'intelligence d'un chef, avec en plus l'avantage d'avoir étudié aux États-Unis pendant sa jeunesse. Il était très jeune reporter et là, il avait un défaut incontestable, c'est qu'il rentrait des États-Unis où il avait fait ses études, que l'Amérique était devenue son précaré journalistique et qu'il la ramenait. Il était insupportable avec ça. Auteur d'un roman et de reportages remarqués sur la guerre d'Algérie, il semblait marcher dans les pas d'Hemingway, écrivain et correspondant de guerre. Hemingway, le baroudeur déchiré qui était si souvent au bar de l'hôtel Ritz qu'il lui a donné son nom. Et justement, cette semaine, Labro était au Ritz, pas au bar, mais dans les salons dorés en compagnie de ses collègues, directeurs de rédaction, pour remettre un prix à des reporters de guerre. Sa réussite s'apparente plus à une ascension sociale qu'à un parcours de génie. Aucune partie de lui n'est anarchiste, n'est-ce pas, ou contestatrice. Ce n'est pas ça. Il est intégré à cette société, il l'a toujours été, et il a envie d'y réussir. En 1981, Philippe Labro obtient le poste de présentateur du journal d'Antenne 2. Après l'atterrissage réussi hier soir de la navette américaine, les techniciens... Il n'est plus seulement journaliste, il devient une vedette. Il aime à la fois paraître, et en même temps, il n'est pas dupe une seconde du jeu de l'apparence. Donc il est tenaillé entre tout cela. Et pour essayer de s'en sortir, et il le fait plutôt bien, il s'exprime par toutes sortes de canaux. De fait, Labro a eu peur de se laisser enfermer dans une image ou dans un métier. Il a donc multiplié les activités artistiques comme cinéaste ou écrivain. Du coup, il ne s'est jamais non plus entièrement consacré à l'un de ses talents et il n'a peut-être jamais réussi pleinement ce qu'il entreprenait. Il a fait des films qui ont bien marché, etc. Mais il n'a pas été un grand metteur en scène. Et il avait une admiration extrême pour Melville, dont il parle admirablement bien. Et il est évident que là, il y a un petit quelque chose comme ça qui lui fait mal quand on gratte. En revanche, son succès à la tête d'RTL est indiscutable. Pendant 17 ans, il a dominé toute la concurrence en termes d'audience. Mais peut-être échangerait-il ce succès contre un autre. Entre être, si vous voulez, le plus grand patron de médias de France, ou le Ted Turner français, disons, et être Hemingway, pour lui, il n'y a pas d'hésitation 30 secondes. Il est évident qu'il mette Hemingway au-dessus des brasseurs d'affaires, fussent-ils géniaux, comme ceux que j'ai cités. Retour à la littérature donc, où malgré le succès de ses nombreux romans autobiographiques, il n'a jamais écrit sur la grande dépression nerveuse qui l'a contraint à quitter RTL. Encore une fois peut-être, la peur de se livrer entièrement. Il peut ne pas aller bien du tout. Je suis de ceux qui l'ont vu aller mal. Et c'est quand il va mal que je l'aime le plus et qui m'impressionne le plus. J'ai vu cet homme tout blanc, comme un clown. Et je ne doute pas une seconde que de ce moment, ou de ces moments d'abandon, d'isolement, de lassitude, de désespoir, ils ne rebondissent pour aboutir, comme disait Mallarmé, à un beau livre. Philippe Labro, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Donc ça n'a pas l'air d'être trop votre truc, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ah bon, pourquoi? Quand j'ai lu, vous avez dit, en parlant de votre émission Ombre et Lumière, on a oublié les paillettes, le public, les chroniqueurs, les séquences vidéo pour ne s'intéresser qu'à l'essentiel, l'invité. En fait, c'est le contraire de nous, finalement. Oui, puisque ici, on ne s'intéresse qu'à vous, c'est ça? On s'intéresse aux invités, mais avec tout ça autour, et finalement, il ne faut peut-être pas se fier aux apparences. Peut-être. Vous êtes d'accord? Mais bien sûr. Ah bah, si vous me répondez que comme ça, on n'est pas couché, hein. Bah oui, Il faut que vous me disiez un peu plus que bien sûr. Mais ce que je crois, c'est qu'en matière de télévision, comme d'édition, journalisme, de tout, il faut de tout pour faire une télévision. Et ce qu'on a essayé de faire avec Ombre et Lumière, parce que vous avez gentiment cité, c'est effectivement ce que vous ne faites pas vous ou d'autres. On ne peut pas répéter en permanence la même émission, sur le même ton, le même rythme, le même style. Et il m'a semblé qu'à cette heure-là, en plus, et France 3 nous en a donné la possibilité, on pouvait aller dans plus d'intimité, moins de présence, moins effectivement de plateau linéaire. De show. Oui. Ouais. Mais est-ce que vous trouvez qu'on y dit forcément plus de choses? On va pas faire la compète, hein, parce que c'est vraiment des choses séparées. Mais est-ce que vous croyez que finalement, ce que je veux dire, c'est pas par rapport à ici, c'est qu'aujourd'hui, la société du spectacle, d'une certaine manière, fait passer à côté de l'essentiel?
En grande partie, oui, il y a quand même, et vous le savez très bien. Non, non, ça, je crois pas, moi, mais... Non, je crois qu'il y a beaucoup de superficiel, beaucoup de paillettes, comme on dit, mais même le superficiel signifie quelque chose et dit quelque chose. Tout est signe, tout est langage, tout parle. Donc, je ne prétends pas non plus qu'on fasse dans la profondeur. Simplement, l'idée d'être tout simplement pendant 25 minutes face à quelqu'un, sans interruption, sans bruit, sans musique, sans extrait de film, tout ça et tout, change radicalement la tonalité et vous permet peut-être d'aller un petit peu plus loin. Mais à votre manière, à la manière d'autres émissions de télévision, vous essayez aussi de fouiller. On essaye de faire ça ce soir avec vous. On fait ce que vous voulez. Avec nos paillettes, nos séquences et nos machins. Moi, je voulais juste revenir sur le petit reportage où effectivement on voit votre parcours très éclectique. Est-ce qu'il y a des choses encore que vous rêvez de faire et que vous n'avez pas pu accomplir jusqu'à présent? En gros, ils l'ont tous dit. D'ailleurs, ils n'ont pas été forcément... Sympa. Si, ils ont été très gentils. Vous avez levé les yeux sur Françoise Giraud? Non, Françoise Giraud, j'ai énormément d'admiration pour elle. Vous avez levé les yeux. Je vous signale que je lui dédie mon dernier livre. J'ai vu. Non, j'ai levé les yeux parce que quand elle dit ou quand ils disent il a jamais réussi complètement, bien sûr, mais je lève les yeux parce que c'est une évidence. On ne réussit jamais complètement. Et pour vous répondre, tout mon objectif, c'est de faire un peu mieux la prochaine fois. C'est de dépasser mes limites, si possible. Bien évidemment que je ne suis pas satisfait de ce que je fais. Et que les imbéciles, ils sont contents de ce qu'ils font. On peut toujours faire mieux. Non, mais est-ce qu'il y a un autre biais? Je ne sais pas, moi, vous n'avez pas joué, si vous avez joué 2 petits rôles au cinéma, je ne sais pas, un grand rôle Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout fait pour ça. C'est pas votre truc, ça? Non, je ne suis pas fait pour ça. Je pense que j'ai véritablement eu un seul petit, c'est même pas don, une seule petite pulsion qui était celle de m'exprimer par les mots. Et à partir des mots, je suis allé vers les images. Et après tout, le cinéma, n'oubliez jamais, c'est aussi de l'écriture. C'est un scénario, c'est un dialogue. Donc voilà. Et je me sers de ce qui m'a été donné et de ce que j'ai appris. Et alors, le secret de la réussite de Philippe Labro, c'est quoi? Et ça peut paraître un défaut tel que je vais peut-être le dire, mais je pense que pas forcément que ça l'est. C'est de beaucoup s'aimer. Pour réussir autant, il faut s'aimer beaucoup. Pas forcément. Rien ne peut vous dire que je m'aime. Quand vous avez dit par exemple que vous êtes égocentrique à mes heures, j'ai parfois un peu trop tendance à organiser ma vie autour de mon nombril. Quand on organise sa vie autour de son nombril, on s'aime généralement. Non, ça veut dire qu'on le regarde. Ça, c'est vrai. Et quand on le regarde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'observe, qu'à partir de l'observation de soi, quand on écrit, peut-être que l'observation de soi vous permet de déboucher sur les autres. À partir d'un sentiment, d'une émotion, d'une action, de quoi que ce soit, si vous le décrivez parce que ça vous est arrivé, toute l'ambition, tout le but, c'est que les gens s'y reconnaissent. Ils disent, tiens, moi aussi, j'ai vécu ça, ou j'aimerais vivre ça. Vous avez ce côté égocentrique ou pas du tout? Parce que à RTL, je me souviens de votre bureau et ça faisait beaucoup marrer les gens dans les couloirs. Vous aviez un énorme miroir tout au long du mur et tout le monde disait, bah oui, il passe la journée à se regarder dans l'énorme miroir tout au long du mur. Attends, vous permettez que je vous corrige, Marc-Olivier? Oui, Philippe. Ce miroir était derrière moi. Oui, derrière vous, oui. Et je ne passais pas mon temps à me retourner pour me regarder. Pourquoi pas, c'est possible. Non, mais je ne le faisais pas. Ah, d'accord. En revanche, d'abord, c'est pas moi qui ai installé ce système, c'est un de mes prédécesseurs qui s'appelait Jean Farand. Plus égocentrique encore. Non, mais non, vous n'avez pas compris, c'est une cruauté extraordinaire. Le visiteur qui arrive s'assied en face du patron, et lui, il se voit dans la glace. Ah ouais. Et donc, on pouvait jauger ou juger s'il était véritablement narcissique, s'il vous regardait pour discuter d'un contrat ou s'il était son... Et vous avez trouvé beaucoup plus narcissique dans les gens en face qui venaient vous voir en tant que... On rencontre souvent plus narcissique que soi, mon cher. Ça, je veux bien le croire, Philippe. Vous me regardez, là? Mais je vais vous regarder toute la soirée. Alors, comme tout le monde, il y a des détracteurs et il y a des fans. Comme d'habitude, les détracteurs s'opposent aux fans. Les détracteurs, ils disent de vous que vous êtes hautain, que vous êtes campé sur vos positions, péremptoire jusqu'à l'arrogance, alors que vos fans, ils vous décrivent comme fragile, fidèle en amitié et d'une formidable fraîcheur d'esprit. Alors, entre vos détracteurs qui doivent certainement vous jalouser, j'imagine, et vos fans qui doivent peut-être passer en partie à côté de vous, vous le portraitiste, puisque c'est l'objet de votre livre, il y en a 21 je crois dans le livre, des portraits que vous aviez écrits pendant des années et qu'aujourd'hui vous reprenez, que vous annotez avec un peu plus peut-être de maturité de de recul. Le portraitiste qui devrait dire entre les détracteurs et les fans, c'est quoi Philippe Labro? C'est qui plutôt? C'est un ensemble, c'est un mélange. Alors mélange, je me dis hautain, je garde hautain et je mets fidèle en amitié? Non, hautain, je l'ai sans doute été, mais c'était, je pense, une défense. Comme beaucoup de gens, j'étais en fait, contrairement à mes apparences, très timide et plutôt pudique. Et j'ai pénétré dans un métier où les timides et les pudiques peuvent rester sur le carreau. Donc il fallait se forcer sa nature. Et il fallait un peu jouer la comédie, et j'ai sans doute joué un peu la comédie du type un peu distant et un peu arrogant et prétentieux, un peu même insolent.
Mais cet adjectif hautain, aujourd'hui, je le récuse. Je ne le suis plus du tout, si je l'ai été. Péremptoire? Non, absolument pas. Arrogant? Péremptoire, ça veut dire croire qu'on a toujours raison, Ouais, et moi, je passe mon temps à douter. Arrogant? Pareil, je l'ai été, je ne pense plus l'être. Et c'est quoi qui vous a permis de dépasser tout ça? Votre expérience qu'on connaît autour du long tunnel qui vous a failli vous mener à la mort, ça a été quoi? La dépression que vous avez subie d'une certaine manière? Qu'est-ce qui vous a permis de dépasser ce qui sont des traits de caractère pas forcément positifs? Pas seulement ces deux expériences qui effectivement vous obligent à vous regarder de façon un peu plus clairvoyante et regarder les autres, mais aussi le passage du temps, l'expérience, la vie. La vie qui est une série de hauts et de bas, d'échecs et de réussites. Ça veut dire que ça va aller beaucoup mieux pour nous dans quelques instants, dans quelques années, c'est ça? Vous serez un peu mieux d'ici quelques années. Oui. C'est pour tout le monde comme ça? Je l'espère pour vous. Merci Philippe. C'est pour tout le monde comme ça? Bah oui. Non, parce que tel que vous le dites, on a l'impression que le temps, de toute façon, améliore les gens, quoi qu'il arrive. En principe, oui. Selon moi, oui. Marguerite Yourcenar, qui est un écrivain qui m'a beaucoup inspiré, dit « Quoi qu'il arrive, j'apprends. À tous les coups, je gagne. Alors, ça a l'air péremptoire et prétentieux et hautain. Ça veut simplement dire qu'on gagne en apprenant, même en se trompant. Et que la vie vous apprend. Mais ça n'a rien changé, justement, pour revenir sur l'épisode de... Vous avez frôlé la mort en 94. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre... Forcément. Mais oui, bien évidemment. Qu'est-ce que ça a changé, principalement? Vous savez, en quelques lignes, je vais essayer de vous résumer. Ça vous oblige à faire la part de ce qui est grave et de ce qui n'est pas. Ce qui est sérieux, ce qui n'est pas. C'est relativiser. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas? Qu'est-ce qui fait souffrir, qu'est-ce qui ne fait pas souffrir? Deuxièmement, ça vous oblige à mieux comprendre la douleur des autres, puisque vous avez vous-même beaucoup souffert. Donc, ça vous fait sortir de votre égocentrisme. Et enfin, ça vous fait simplement comprendre que la vie est un petit miracle quotidien, ce qu'on oublie aussi. On est là, on se réveille le matin, on fait des choses, on ne voit plus la beauté de la nature, on oublie que nous sommes là pour très peu de temps, précarité, impermanence. Ça peut nous arriver n'importe quand. Très bien, mais là, vous n'êtes pas non plus aujourd'hui un saint derrière tout ça. C'est quoi les défauts de Philippe Labro? Parce que finalement, vous dites que vous aviez ces défauts, mais vous ne les avez plus, ce qui est très d'ailleurs... Mais je les ai encore sans doute en partie, bien sûr. Et sans doute suis-je encore trop préoccupé, effectivement, par ce que je fais, mais en même temps... Par l'image que vous donnez? Non, ça m'est Quand vous aviez eu cette fameuse dépression qui vous a obligé à ne pas accepter le poste à RTL qu'on vous donnait, c'est-à-dire le poste de grand patron, vous étiez déjà le patron, mais de grand patron, est-ce que, en même temps que vous alliez très mal, vous vous demandiez de ce qu'on pouvait penser de vous, puisqu'il a été quand même un moteur dans votre vie, comme beaucoup de gens de télé? Non. Quand vous êtes dans la dépression, et je signale au passage que ce n'est pas exceptionnel, une dépression, il y a un Français sur 5 qui passe, ou une Française sur 5 qui passe à un moment donné de sa vie à travers ça. Quand vous dites ça, excusez-moi, mais est-ce que vous pensiez, quand tout allait bien, que ça allait vous arriver? Bien sûr que non. Donc à cette époque-là, vous pensez que c'était exceptionnel, c'est le fait d'y être passé qui vous fait dire ça? Sur la tête comme une brique, que vous vivez, que vous écoutez les gens, que vous êtes bien obligé de passer à travers un certain nombre de travaux, d'analyses, de recherche et de prise de médicaments, vous vous rendez compte et vous savez que ça touche beaucoup de gens. Donc, quand vous êtes, pour répondre à votre question, quand vous êtes déprimé, le regard des autres ne compte pas. Ce qui compte, c'est la difficulté de se lever le matin pour faire face au manque total d'appétit de vivre, de désir, de goût, de volonté, à la perte de l'énergie, à la perte de la dynamique, ce qui fait la vie. Et à un moment donné, la nature reprend le dessus quand elle est aidée. Et donc, c'est aussi dans le bouquin, il y a les portraits quand vous êtes revenu, vous avez voulu faire un coup et vous avez obtenu de tracer le portrait de Dominique de Villepin et d'Olivier Schramek, deux proches, un de Chirac et l'autre de Jospin. C'est-à-dire que là, c'est ça qui résume ce qu'est Philippe Labro, c'est qu'il faut revenir, mais il faut en mettre plein la vue quand même. Et c'est pas négatif, c'est pas en mettre plein la vue avec des... Mais il faut en mettre plein la vue. Prouver que vous êtes toujours là. C'est pas en mettre plein la vue. C'est d'abord se prouver à soi qu'on est encore capable d'exercer le métier d'origine. Mais pas qu'à soi, Philippe. On fait un peu ombre et lumière ce soir. Ouais. Pas qu'à soi, non, aux autres aussi. C'est un moteur, ça a été votre moteur. Oui, bien sûr, ça comptait aussi à ce moment-là, mais j'allais déjà mieux. Quand vous êtes dans le trou noir, vous ne pouvez même pas penser à cela. Écoutez, c'est pas compliqué cette histoire de ce portrait croisé donc du patron, du secrétaire général de l'Élysée et du directeur de cabinet de Jospin Schramek. C'est une idée qui m'a été soufflée par un ami intime qui m'a beaucoup aidé, qui est un homme remarquable, qui est Alain Minc, et qui a été évidemment soutenu par ma femme Françoise, qui m'a beaucoup aidé. Et si elle n'avait pas été là, si j'avais eu son amour, parce que c'est ça qui sauve, l'amour, je ne suis pas certain que je me serais redressé. Donc ils m'ont dit, reprends donc
ce qui est ton métier de base, l'écriture, l'investigation, le journalisme. J'allais déjà un peu mieux. Mais le fait de retravailler, d'aller à la source, d'interroger, de fouiller les archives, de consulter les détracteurs comme les amis de chacun de ces personnages, de prendre des rendez-vous avec Jospin, avec Chirac, bref, de bosser et d'aimer bosser, tout d'un coup, la santé revient. Et de re-rentrer dans ce cercle que décrit Françoise Giraud en disant qu'en fait, vous êtes dans tous ces réseaux et de voir que finalement, vous en faites encore partie, ça vous a redonné confiance. Est-ce que c'est aussi ça, le secret de la réussite et de la longévité de Philippe Labro, le talent, évidemment, le fait de s'aimer peut-être un peu plus que d'autres, hein, et aussi d'avoir des réseaux, parce que c'est impressionnant, vous connaissez tout le monde dans tous les domaines, les grands patrons, aujourd'hui vous travaillez pour Vincent Bolloré, les réseaux ça a l'air vachement important pour vous. Oui, on peut appeler ça des réseaux, j'appelle ça simplement des relations, j'appelle ça l'accumulation d'expériences, d'épreuves qui ont fait que vous fabriquez des loyautés, des contacts, vous avez envie de converser ou de travailler avec tel ou tel. Mais on les utilise aussi. Mais moi, je ne crois pas que j'utilise les gens. Les réseaux, ben, évidemment. Le lobbying, ça existe et vous en faites forcément. Auprès de qui? Ben, auprès des grands de ce monde, hein, dans l'audiovisuel. Je fais pas de lobbying auprès de l'audiovisuel. Pour vous? Lequel? Non. Je ne sais pas, aujourd'hui par exemple, vous travaillez sur la télé numérique terrestre, qui sera éventuellement la télé de demain. Oui, vous travaillez pour un groupe qui s'appelle Bolloré, qui veut obtenir des fréquences. Et pour ça, vous êtes bien obligé de faire du lobbying. Et si on vous emploie, c'est forcément parce que vous savez le faire. Je ne suis pas employé, je suis conseiller, simplement. Ah oui, mais vous êtes employé, on va pas jouer sur les mots aussi. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons avec une équipe, avec des experts que nous consultons aussi? On fabrique un dossier, un dossier de candidature. Car en effet, la télévision numérique terrestre, les gens ne le savent pas encore, ça va être une ouverture formidable pour les Français. Ils auront accès à d'autres chaînes gratuites, alors que pour l'instant, il y a 60% des Français qui n'ont regardé que ces chaînes. Et vous, votre rôle là-dedans? Ben, mon rôle là-dedans, c'est de contribuer à fabriquer le dossier de candidature, et effectivement, ensuite, une fois qu'il est fait, de le présenter, et non pas de faire du lobbying, comme vous dites, mais simplement la défense d'une cause. Avec vos arguments, on va dire, Philippe Labro. Voilà. Voilà, on est d'accord. Moi, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur votre livre. Je connais des gens de toutes sortes, donc chez Gallimard. Un seul portrait de femme, Philippe Labro, Oui. sur 21 portraits. Bien, figurez-vous que je me doutais que vous alliez me poser mais la oui, question. mais j'ai lu votre livre pour vous prouver. J'ai vu que vous excusiez même de ça à la fin de votre livre. Non, Hein, j'essayais de m'expliquer pourquoi il n'y avait qu'une femme. Et vous n'apportez pas la réponse. En fait, le seul portrait, c'est Catherine Graham, qui est une grande patronne de presse, hein, notamment je crois, la patronne du Washington Post. C'est ça. Ouais. Et alors vous dites, pour vous justifier, pourquoi aller si souvent choisir des hommes plutôt que des femmes? Était-ce l'actualité, l'air du temps, la prédominance du pouvoir des hommes pendant ces décennies-là? Ou plutôt mes propres ignorances, craintes, timidités, préjugés? Laissons la question en suspens. Oui, Et vous laissez la question en suspens. Oui, bien sûr. Et vous n'avez pas la réponse à la question. Pas ce soir, non. Et pourquoi? Elle va venir petit à petit, peut-être avec un nouveau volume où il y aura plus de portraits de femmes. Écoutez, je pense que quand même, à l'époque où j'ai écrit la plupart de ces portraits, soyons clairs, la parité, c'était de la Absolument, blague. mais ça c'était dans les années Et 70. ça l'est même encore aujourd'hui. C'est les mêmes portraits. Oui, et ça mais l'est même encore aujourd'hui. vous avez également des portraits des années 90 dans ce... Oui, exact. Mais oui, Les années 90, ça peut-être qu'il était commençait. plus... Oui, mais très bien, ok, mais j'avoue, mes faiblesses. Ça va, Ariane, mes ça va, défauts, arrêtez d'agresser les mes invités erreurs. maintenant. Peut-être que je vais plus facilement vers un écrivain que vers une romancière, vers un metteur en scène qu'une metteur en scène, peut-être. Bon, on va essayer de corriger ça. Mais la seule réponse, pardon, si vous avez bien lu ce livre, et je suis sûr que vous l'avez lu, Absolument. Ça, c'est une phrase à la Philippe Labro. mais c'est une évidence, c'est une femme sait lire. Qu'Ariane sait lire? J'espère. Ouais. Je ne sais pas. Elle ne me l'a pas encore prouvé, mais Alors, certainement. dites-moi. Vous aurez vu que mon explication, qui est un échappatoire, Oui, ça, c'est de dire, au fond, oui, j'ai peut-être pas trop fait de portrait de femme, mais comme dans mes romans, et j'en ai quand même écrit une dizaine, Oui, alors vous les femmes énumérez. jouent le rôle majeur. Ah bah attends, sans l'étudier. Oui, c'est un échappatoire. Oui, c'est très malin. D'accord, C'est malin. on est d'accord. Bon, aujourd'hui, si vous Ouais. deviez faire le portrait d'une seule femme, Oui. Loana. ce serait qui? Sans doute pas. Oh, bah alors. Sans doute pas. Vous avez une idée de qui ça pourrait être? Non, je regrette. Je parlais de Marguerite Yourcenar qui, hélas, a disparu. J'aurais beaucoup aimé. Je regrette. Ça, c'est une erreur de ma part, effectivement, de ne pas avoir fait le voyage dans cette île où elle habitait au large des États-Unis. Parce que c'est un écrivain extraordinaire. C'est une femme qui avait une manière de s'exprimer sur la vie et les choses passionnante. Et ben, ça, j'ai eu tort. Je ne l'ai pas fait. Non, j'aurais aimé faire Et Yourcenar. à venir, pour Elle est répondre pas là. à Ariane? Oh, ben, il y a toutes sortes de femmes intéressantes, comédiennes, romancières, gynécologues, politiques. Pour terminer, Philippe, le bouquin dont parlait votre ami Olivier Barrault, qui raconterait encore un peu plus de vous et qui vous ferait peut-être encore avancer, il est pour quand celui sur la dépression?
Ah, pourquoi? Parce que vous avez décidé que c'est ça que j'allais écrire. Bah, j'ai un peu compris dans ce qu'il disait que vous alliez vous nourrir de cette expérience-là. C'est ce que souhaite Olivier Barraud. Il a peut-être raison, mais je ne suis pas certain que je vais faire ça. Je crois que j'ai envie de revenir à un roman. Un roman, c'est pour quand? Oh, c'est le roman, ça pousse lentement. Et c'est en train de pousser. Planifier. Et le cinéma? Le cinéma, si j'ai un très bon scénario, une belle histoire qui m'excite beaucoup, oui, alors là, je laisse tout tomber pour le refaire. Mais Pour terminer vraiment, parce qu'il y a les JO qui Oui. suivent, et vous savez que quand on est en retard, vous n'êtes pas content, donc non, non plus.